Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, on ne va pas faire une petite vidéo de 20 minutes avec 3 idées bien rangées. Ce que tu t'apprêtes à regarder, ce n'est ni un simple résumé de scénario, ni une review avec une couche de philo posée par-dessus. C'est un essai, un vrai, long et assumé, construit entièrement à partir du jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33. On pourrait dire que je vais proposer une lecture immanente du jeu, c'est-à-dire une façon de l'interpréter en restant au plus près de ce qu'il met lui-même en scène, sans lui plaquer de l'extérieur une morale préécrite. Et en même temps, une lecture située. L'analyse sera traversée par le cadre que je défends sur cette chaîne. Je préfère poser le cadre très clairement dès maintenant. On va prendre le temps de poser l'univers, de dérouler les enjeux, de revenir sur certaines scènes en détail, d'expliquer les notions philosophiques quand il le faut, et de relier tout ça à la manière dont je pense le réel ici. Un monde sans dehors, sans au-delà, et sans sens caché à découvrir à la fin comme une récompense. On va être finalement plus près d'une conférence ou d'un cours que d'un format YouTube classique. C'est un choix éditorial, mais aussi un choix philosophique. Traiter un jeu vidéo comme un objet théorique à part entière, comme ce qu'on appelle parfois un laboratoire de pensée, un espace où les idées sont mises à l'épreuve par des images, des règles et des situations jouables. Tu peux considérer cette vidéo comme mon premier essai philosophique intégral sur Beyondless Mind, une sorte de test grandeur nature. Que se passe-t-il si on prend un jeu au sérieux jusqu'au bout et qu'on le lit dans le cadre que je défends ici, un naturalisme ontologique non modal et un post-théisme assumé? Au moment où cette vidéo sort, on est à quelques heures de la cérémonie des Game Awards 2025. Clair Obscur Expédition 33 fait partie des grands favoris pour le titre de Game of the Year. Je n'ai évidemment aucun accès au futur, je ne sais pas s'il va le repartir avec le trophée ou pas, mais ce que je sais déjà, c'est que GOTY ou pas, le jeu a déjà décroché 3 choses. D'abord pour moi, ça a été une véritable claque vidéoludique. Ses mécaniques de combat, son rythme et la structure de ses zones. Ensuite, une claque cinématographique, la mise en scène, la direction artistique, le travail sur la lumière et le cadrage. Et surtout, ce qui va m'intéresser ici, c'est la claque philosophique. La manière dont il traite la mort, le deuil, la liberté, l'illusion et la responsabilité, sans jamais te prendre par la main et sans te servir un message prémâché. On pourrait dire que le jeu produit un effet de rémanence, au sens où certaines œuvres continuent de travailler en toi après le générique de fin. La rémanence ici, c'est ce moment où tu poses la manette, l'écran repasse au menu, mais le jeu continue à tourner dans ta tête. C'est cette triple claque que je veux décortiquer, mais je veux le faire en respectant ce que le jeu fait vraiment, pas en plaquant des grands noms de philosophie sur chaque réplique, pas en transformant chaque PNJ en Nietzsche ou en Kierkegaard déguisé, pas en forçant le jeu à dire exactement ce que je pense déjà. L'idée c'est plutôt de montrer comment ce jeu, simplement en faisant ce qu'il fait, avec les images, la musique, le gameplay et la narration, te met dans une position où tu ne regardes plus tout à fait de la même façon la mort, la fuite dans l'illusion, l'art et la responsabilité. On commence avec le passage obligé, il va y avoir des spoilers massifs. Je vais parler du twist du tableau, de la famille Descendre, des accents, des fins possibles, et de certains dialogues très tardifs. Si tu veux découvrir tout ça par toi-même, dans le bon ordre avec les silences, les hésitations des personnages et les non-dits, le meilleur choix honnêtement c'est de mettre cette vidéo de côté, de faire le jeu et de revenir ensuite. Je ne tiens vraiment pas à t'arracher le cœur de l'expérience, toute la structure de ce que je vais dire repose sur le fait que tu saches ce qui se passe. En contrepartie, je peux aussi te dire ce que je ne vais pas faire, je ne vais pas te lire tout le wiki du jeu à voix haute, je ne vais pas surinterpréter chaque phrase random de PNJ comme si tout le monde parlait en aphorisme de grands philosophes. Je ne vais pas prétendre que Clair Obscur porte officiellement mon cadre naturaliste, ni faire semblant qu'il a été écrit pour défendre le post-théisme. Méthodologiquement, ce que je vais faire, c'est une forme de critique immanente. Partir des tensions internes du jeu lui-même. La critique immanente, c'est une manière de lire une œuvre en repérant les contradictions, les glissements, les non-dits qu'elle produit sans forcément les maîtriser, plutôt que de lui imposer de l'extérieur un cahier des charges. Concrètement, ça veut dire d'abord reconstituer l'univers, mais uniquement à hauteur de ce qui est nécessaire pour réfléchir. Pas de tour exhaustif de tout le lore, pas d'inventaire fétichiste des PNJ. Ensuite, montrer comment le retournement du tableau reconfigure absolument tout. La peintresse, le gommage, la fracture, la famille Descendre, puis travailler 3 grands axes philosophiques, la mort et le destin, la réalité, l'illusion et l'art, et enfin la communauté, le sacrifice et la valeur d'une vie. Et seulement après, on va relier tout ça au cadre de la chaîne, un monde sans transcendance réelle, où même les dieux se révèlent être des effets de gestes humains, et où le sens ne tombe pas d'en haut, mais se construit dans l'immanence. Dernier point sur la forme, ce sera long, volontairement. Tu peux presque utiliser cette vidéo comme un commentaire audio philosophique à écouter en plusieurs fois. Prends un café, un thé, un verre d'eau, ce que tu veux, on part pour un long voyage. Je vais commencer par une question simple.
Pourquoi ce jeu-là mérite quasiment une conférence ? Sur le papier, Clair Obscur Expedition 33 pourrait se contenter d'être un excellent JRPG. Un système de combat au tour par tour modernisé et extrêmement satisfaisant, une direction artistique marquée, un univers original inspiré de la Belle Époque, filtré par une esthétique picturale, des personnages avec de vrais arcs émotionnels, et un gros twist final. Tu pourrais finir le jeu, te dire « c'était très bien, j'ai pleuré, c'est un bon 9 sur 10 », poser la manette et passer à autre chose. Mais si tu restes uniquement à ce niveau, tu manques ce que le jeu fait à ta manière de penser. Je parle de cette situation très particulière. Le générique de fin tourne, tu poses la manette et tu ne relances pas tout de suite un autre jeu. Tu restes devant l'écran un peu en suspens, tu repenses à certaines scènes, tu réalises que des détails du début prenaient un autre sens. Tu sens que ce n'est pas seulement l'histoire qui t'a touché, mais quelque chose dans la manière le jeu s'est organisé autour de la mort, du deuil, de la fuite et de la création. On pourrait dire que le jeu produit une expérience liminale. Une expérience de seuil en quelque sorte. La liminalité, c'est ce moment où tu n'es plus complètement dans l'œuvre, mais pas encore revenu dans le quotidien. Tu es sur un bord, le monde du jeu vient de se fermer, mais il laisse une trace dans ton regard sur le réel. Ce n'est pas juste que l'histoire était triste ou que la musique était magnifique, c'est plutôt la manière dont il pose la mort comme un chiffre inscrit sur un monolithe, la manière dont il met en scène une famille qui préfère casser un monde plutôt que faire son deuil, la manière dont il te le demande, à la fin très littéralement, qu'est-ce que tu détruis ? Qu'est-ce que tu sauves, et sur qui tu fais retomber le prix de ce choix. C'est ce genre de décalage qui m'intéresse. Pas un jeu qui te balance des citations de philosophes pour faire chic, mais un jeu qui, en restant fidèle à son propre médium, te force à penser autrement ce que c'est que vivre, mourir, créer, fuir et répondre d'un monde qu'on n'a pas choisi. On pourrait dire que Clair Obscur n'est pas seulement un jeu à thème philosophique, mais ce qu'on pourrait appeler un dispositif de problématisation. Un dispositif, ici, c'est un ensemble de règles, d'images, de musique, de textes, et qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui te force à rencontrer un problème. La finitude, la fuite dans l'art, et la responsabilité des créateurs. Si je prends vraiment le temps de faire cette vidéo, c'est pour assumer deux choses. D'abord que les jeux vidéo peuvent porter autre chose que du divertissement, même quand ils ne se présentent pas comme sérieux ou expérimentaux. Ensuite qu'on peut faire de la philosophie à partir d'une œuvre sans la réduire à un exemple artificiel inventé pour illustrer une thèse déjà écrite ailleurs. Et c'est aussi une manière de te montrer comment je travaille sur cette chaîne, pas en projetant des concepts dans le vide, mais en parlant de ce que l'œuvre met concrètement en scène, et en la lisant à l'intérieur du cadre que je défends. Un naturalisme ontologique non modal, où le monde est un fait brut sans arrière-plan métaphysique, et un post-théisme où les figures de transcendance se dissolvent quand on remonte leur généalogie. Pour que tout ça ait du sens, il faut d'abord que tu sois bien installé dans le monde du jeu avant le twist. On commence donc là où commence l'expérience, à Lumière, sous un ciel qui efface les gens par un simple changement de chiffre. Le jeu se déroule d'abord dans la ville de Lumière. Visuellement, on est dans une sorte de cité Belle Époque, des façades inspirées du Paris du début du XXe siècle, des tramways, des verrières, des ponts, des escaliers, des places et cafés, le tout baigné dans une lumière dorée, légèrement irréelle qui donne parfois l'impression de se promener dans une carte postale. Mais cette carte postale est posée sur une faille. 67 ans avant le début du jeu, un événement a eu lieu qu'on appelle la fracture. Une partie du continent a été arrachée. Lumière s'est retrouvée isolée du reste du monde. Et au loin, dans le ciel, s'est dressé un monolithe gigantesque. Une verticale noire plantée à l'horizon comme une cicatrice. Depuis la fracture, une figure mystérieuse est apparue, en la personne de la peintresse. Elle habite tout en haut, dans un espace inaccessible, et chaque année, elle inscrit un nombre lumineux sur le monolithe. C'est ce nombre qui règle la mort. À chaque fois que ce nombre change, un événement a lieu, que les habitants appellent le gommage. Le jeu te le montre très vite et sans détour. Le monolithe passe d'une valeur à une autre, un souffle traverse le monde, et toutes les personnes dont l'âge est supérieur ou égal au nouveau nombre se désintègrent en poussière de fleurs. Par exemple, si le monolithe passe de 35 à 34, tous les habitants de 34 ans et plus disparaissent instantanément. Le résultat est simple et monstrueux à la fois. Il ne reste plus aucun vieux. Pas de grands-parents, pas d'anciens, et pas de gens de 60 ans qui viennent te raconter comment c'était avant. La démographie entière du monde est renversée. Tu ne croises presque que des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, quelques adultes mûrs coincés juste sous la borne, mais jamais au-delà. Au moment où commence le jeu, le monolithe affiche déjà 34. La génération la plus âgée en vie a donc 34 ans. On l'appelle la dernière génération. Tu sens que tout le monde vit sous ce chiffre, dans les dialogues, dans les affiches et dans la manière dont les PNJ parlent de leurs anniversaires. On pourrait dire que le monolithe institue une thanatopolitique, une politique de la mort.
C'est-à-dire un dispositif où la gestion de qui vit et qui meurt n'est pas un accident, mais une règle, une loi visible inscrite dans le ciel. La mort n'est plus une fatalité diffuse, c'est une décision programmée qui tombe à date fixe. Imagine concrètement ce que ça veut dire. Psychologiquement, chaque anniversaire proche du seuil devient une date explosive. Socialement, il n'y a plus de mémoire vivante longue. Les récits sur le temps d'avant la fracture ne sont portés ni par un vieil oncle ni par une grand-mère, mais par des archives, des rumeurs et quelques institutions. Politiquement, le monolithe devient le centre de gravité symbolique du monde. Les cérémonies de gommage fonctionnent comme une sorte de fête nationale inversée, un rendez-vous que personne n'a choisi, mais que personne ne peut éviter. La mort n'est plus un accident dispersé qui frappe ici ou là, c'est une institution, un rendez-vous collectif et une loi arithmétique inscrite dans le ciel. Et le jeu ne t'explique pas ça en te lisant un manuel, il te le fait sentir à travers une scène en particulier, celle de Sophie. Sophie a 33 ans, elle sait qu'elle est dans la zone critique. Si le monolithe descend à 33 au prochain gommage, elle disparaîtra. Gustave, le soldat qui deviendra une des figures centrales de l'expédition 33, tient énormément à elle. Le jeu ne fait pas un grand exposé de leur relation, tu le comprends par des petites touches, la durée des conversations, des regards, quelques phrases. La manière dont Gustave se place physiquement à côté d'elle témoigne d'une grande histoire qu'il y a eu entre les deux. La veille du gommage, la ville retient son souffle. Certains espèrent que la peintresse laissera un peu de répit, d'autres n'y croient plus. Les habitants se rassemblent pour regarder le monolithe. Tu es là avec Gustave et Sophie. Le chiffre se met à vibrer, la lumière change, le temps semble se ralentir. Une nouvelle valeur s'affiche, le 33. Tu vois le visage de Sophie, tu comprends en même temps qu'elle. Puis elle se dissout, comme les autres, en poussière qui se disperse. Ici, il n'y a pas de monologue grandiloquent, pas de voix off qui t'explique ce qu'il faut penser, juste un homme qui regarde quelqu'un qu'il aime disparaître parce qu'un chiffre a changé au ciel. À partir de ce moment, le nombre inscrit sur le monolithe cesse d'être un simple élément d'interface. Il devient une machine à produire des deuils superposés. On pourrait presque ici parler d'arithmétisation de la finitude. L'idée que la limite de nos vies est condensée en un simple paramètre numérique. Notre mortalité devient un chiffre qui descend. Face à ce régime, la Ville de Lumière ne se contente pas de subir. Depuis la fracture, chaque année, la ville organise une expédition. Un groupe de volontaires quitte Lumière, remonte le continent et tente de comprendre ce qui se passe. L'objectif est toujours le même, remonter jusqu'à l'origine du gommage, atteindre la peintresse et, si possible, arrêter cette mécanique. Les expéditions 0, 1, 2, 3, etc., presque toutes échouent. Certaines ne reviennent jamais, d'autres laissent derrière elles des carnets, des cartes grossières, quelques bases et parfois des corps. Au moment où le jeu commence, on prépare l'expédition 33. C'est elle que tu vas suivre. Dans cette équipe, il y a Gustave, porté par la mort de Sophie, Lune, officier rigoureuse qui assure la cohésion, Maëlle, jeune habitante de Lumière qui n'était pas censée partir et qui va pourtant devenir centrale, et plus tard, Verso, Ciel, Monaco, Esquier et d'autres encore. Sur le papier, le pitch pourrait tenir dans une formule classique. Une ville assiégée par une force incompréhensible envoie chaque année une équipe affronter une puissance quasi divine, la structure de base d'un JRPG. Sauf qu'ici, la mort n'est pas seulement un risque abstrait. C'est un rythme déjà en cours, une fermeture programmée de l'horizon, et une règle inscrite dans le ciel et vécue au quotidien. La ville brûle des vies dans les gommages et dans les expéditions. Même si tu arrêtais le scénario à ce stade, tu aurais déjà matière à écrire un essai entier sur la finitude, le destin, la révolte et la construction de la valeur dans un monde arbitraire. Mais Clair-Obscur ne s'arrête pas là, il va retourner la table. Le twist majeur du jeu tient en quelques phrases très simples mais qui reconfigurent absolument tout. Lumière n'est pas le monde. Lumière, c'est un tableau. Et derrière ce tableau, il n'y a pas une divinité abstraite, ni une force cosmique, mais une famille. Au-dessus du monde de Lumière, au sens propre, il y a la famille Descendre. Dans le monde réel du jeu, une sorte de Paris alternatif au début du XXe siècle, les Descendres sont des peintres reconnus. Aline Descendre, la mère, est une artiste d'un talent tel que ce qu'elle peint peut littéralement devenir un monde habitable. Renoir Descendre, le père, possède le même pouvoir. Ils ont 3 enfants, Cléa l'aînée, Verso le fils, et Alicia la plus jeune. Un drame va tout casser. L'incendie du manoir. Verso meurt. Alicia est gravement brûlée et mutilée. La famille explose. Aline et Renoir réagissent très différemment. Renoir reste arrimé au réel, même dévasté.
Aline, elle, ne supporte pas ce réel-là. Pour elle, continuer à vivre dans ce monde après la mort de Verso et la mutilation d'Alicia est simplement intolérable. C'est là qu'intervient la peinture comme technologie ontologique. Une technologie ontologique ici, c'est un moyen de produire non pas juste des images, mais des morceaux de monde. Aline crée un immense tableau. Pas un simple paysage accroché à un mur, mais un monde complet. Un continent, une ville, un ciel, un monolithe, des règles. Elle y intègre une version réécrite de Verso, une version réécrite d'Alicia, et elle se projette elle-même sous la forme de la peintresse. Figure lointaine, adorée et crainte. Ce tableau, c'est le monde que tu explores depuis le début. Lumière n'est pas un décor dans un monde autonome, c'est l'intérieur d'une œuvre dans laquelle Aline s'est littéralement réfugiée. Elle ne se contente pas de peindre ce monde, elle s'y installe, elle y vit, elle y rejoue sa vie avec ses enfants, débarrassée des marques de l'incendie. Renoir refuse cette fuite. Il ne supporte pas de perdre sa femme et une partie de sa famille au profit d'un monde pictural. Il la suit dans la toile. À l'intérieur du tableau, leurs pouvoirs prennent une autre dimension. À l'échelle de ce monde, ils ont une position quasi divine. Mais ce qu'ils vont y rejouer, ce n'est pas un plan de salut. C'est leur conflit conjugal, amplifié au point de casser littéralement le monde peint. Leur affrontement produit la fracture. Le tableau se brise, le continent se déchire, Lumière se retrouve isolée. Le monolithe apparaît comme une manifestation de la lutte entre Aline et Renoir. Aline se place au sommet du monde, sous le masque de la peintresse, pour tenter de garder ce monde en vie. Renoir se retrouve relégué vers le bas, dans des zones de plus en plus instables, d'où il entreprend quelque chose de méthodique, effacer le tableau. Vu d'en bas, les habitants de Lumière pensent que la peintresse est responsable du gommage. Ils la prient, la maudissent et l'implorent. Ils lisent dans le changement de chiffres la volonté mystérieuse d'une instance supérieure. Vu depuis l'atelier et depuis les profondeurs, la situation est très différente. C'est Renoir qui gomme le tableau couche après couche, en commençant par les couches les plus hautes, ce qui, à l'échelle du monde, se traduit par l'effacement des plus âgés. Aline, en peintresse, ne déclenche pas le gommage pour punir. Elle essaie de retenir le monde, de ralentir la destruction et de lui voler du temps. Le chiffre sur le monolithe n'est donc plus un décret arbitraire tombé d'une divinité. C'est la mesure de la progression d'un effacement décidé par un homme qui refuse l'existence d'un monde que sa femme utilise comme refuge. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou en révélant que les membres de l'expédition ne sont pas des étrangers absolus à cette histoire. Verso, le compagnon de route que tu rencontres dans l'expédition 33, est la version peinte du fils mort. Maëlle, que tu prenais pour une habitante ordinaire de Lumière, est en réalité Alicia réécrite dans le tableau, avec une autre apparence et une mémoire effacée. Cléa, elle, circule entre les niveaux de réalité, intervient dans la toile, manipule certains événements de loin. On pourrait dire que le jeu met en scène une forme de métalepse, c'est-à-dire des franchissements de frontières entre niveaux de récit. Cléa passe du monde réel au monde peint. Les enfants existent à la fois comme figure du tableau et comme trace d'un drame extérieur. Et toi, joueur, tu circules à travers tout ça. Au moment de la confrontation finale, les masques tombent. Verso comprend qu'il est le double d'un mort réel. Maëlle découvre qu'elle est Alicia. Aline cesse de se cacher derrière la figure de la peintresse. Et le conflit change de visage. Ce que tu prenais pour l'humanité contre une déesse devient une famille qui a transformé un monde entier en champ de bataille intime. Ce retournement est le moment où le cadre naturaliste et post-théiste devient particulièrement utile. Pas pour prouver que le jeu est naturaliste, mais pour éviter un réflexe très courant, celui qui consisterait à réinscrire immédiatement ce twist dans une logique de sens caché ou de plan supérieur. Tu pourrais très bien lire le jeu autrement. Par exemple, comme une parabole sur une créatrice déchue qui, malgré ses erreurs, porterait secrètement un plan de salut pour ses créatures. Le jeu laisse parfois flotter ce type de lecture. Mais si on le lit dans un cadre sans au-delà, le twist raconte autre chose. Comment un drame humain, un refus de deuil, une vengeance peuvent fabriquer à eux seuls quelque chose qui ressemble à une cosmologie. Avant de plonger dans les trois grands axes, je pose clairement le cadre dans lequel je lis ce jeu. D'abord, le naturalisme. Je ne pars pas de l'idée qu'il existe un niveau surnaturel au-dessus de la nature qui viendrait garantir de l'extérieur un sens ultime à ce qui se passe. La nature, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de couche supplémentaire qu'il faudrait invoquer pour compléter le réel. Dans ce cadre, Aline et Renoir ont des pouvoirs extraordinairement puissants. Mais ils restent des agents internes au monde, avec un corps, un passé, des affects et des erreurs. Leur capacité à produire des mondes picturaux n'est pas la signature d'une divinité au sens théiste, mais l'amplification d'une puissance de création inscrite dans le naturel. Ensuite, il y a le non-modal. Ici, je vais un peu préciser. Une approche modale du réel part d'un ensemble de mondes possibles, c'est-à-dire de façons alternatives dont les choses auraient pu être, et essaie ensuite de justifier pourquoi notre monde est le bon, le meilleur ou le nécessaire.
Une ontologie non modale, au contraire, part d'un seul monde effectivement là, donné comme fait brut. Il est là, point. Il n'a pas besoin d'être le meilleur possible, ni d'être justifié par un principe de raison suffisante, qui expliquerait pourquoi il doit exister plutôt qu'un autre. Dans cette perspective, le tableau d'Aline fonctionne déjà comme un fait brut pictural. Il existe parce qu'un certain geste a été posé à un certain moment par une personne déterminée. On peut raconter son histoire, retracer ses causes, mais on ne lui rajoute pas par-dessus une nécessité métaphysique. Et enfin, le post-théisme. Je ne me contente pas de dire « il n'y a pas de Dieu dans ce jeu ». L'enjeu n'est pas de cocher la case athéisme et de passer à autre chose. Pour moi, le plus intéressant n'est pas de nier l'existence d'un être suprême, mais de voir comment des mondes entiers peuvent se tromper sur ce qu'ils appellent divin. Le post-théisme, comme développé dans ma vidéo, ici, c'est l'idée que la question « Dieu existe-t-il » cesse d'être une bonne question descriptive sur le réel. Ce qui devient intéressant, ce n'est plus de savoir si une entité suprême existe ou non, mais de comprendre comment des figures de transcendance se fabriquent, comment des communautés les projettent, et ce que ça produit sur leur vie. Dans Clair-Obscur, ce que les habitants de Lumière prennent pour une déesse, c'est-à-dire la peintresse, et pour une loi cosmique, le gommage, se révèle quand tu remontes la chaîne être le produit d'un drame humain mal traversé. Un deuil raté, une fuite dans l'œuvre, une vengeance. La transcendance se dissout quand tu remontes assez haut. Tu retombes sur un atelier, un manoir, un incendie, et une famille qui ne sait pas quoi faire avec sa souffrance. Dans cette lecture, il n'y a pas de sens caché à découvrir à la fin du jeu comme un message secret qui viendrait racheter tout ce que tu as vu. Le twist du tableau te raconte une origine et pas une absolution. Il ne dit pas « en fait tout avait un sens sublime ». Il dit plutôt « voilà qui a fait quoi, quand, avec les intentions, voilà ce que ça a cassé, à toi de juger ». Dans ce cadre, ce que je vais suivre dans le jeu, ce sont des structures très simples et très lourdes. Premièrement, comment un monde assume ou refuse sa finitude. Ensuite, comment il brouille les frontières entre réalité, fiction, refuge et mensonge. Et enfin, comment une communauté fabrique de la valeur sans recevoir de validation supérieure. On commence avec la mort. Le gommage, au début du jeu, a l'air d'une pure mécanique d'univers, mais philosophiquement il condense quelque chose de plus large, c'est la finitude. En philosophie, la finitude, c'est le fait que nos vies ont une durée bornée. Nous sommes des êtres mortels, qui ne peuvent pas tout voir, tout être et tout faire. Dans nos sociétés, on tient souvent cette idée à distance. On sait qu'on va mourir, mais on ne connaît pas la date, on repousse cette pensée, et on entoure la mort de rituels et de récits qui l'adoucissent. Clair-Obscur fait totalement l'inverse. Il met la finitude en plein milieu du ciel, sous la forme d'un chiffre. La mort n'est plus un événement aléatoire distribué de manière diffuse, c'est une règle et un décret visible par tous. C'est une frontière numérique qui descend régulièrement, tu ne peux ni l'ignorer, ni te raconter que c'est l'affaire de quelques malchanceux, tout le monde vit sous ce compte à rebours collectif. On pourrait dire que le jeu matérialise ce qu'on appelle parfois un horizon eschatologique, un horizon de fin en quelque sorte. Habituellement, ce mot eschatologie renvoie au discours sur les fins dernières dans les religions. Ici, ce n'est pas un jugement dernier métaphysique, c'est un chiffre auquel tout le monde sait qu'il va finir par se heurter. La question devient alors comment tu vis dans ce cadre quand tu sais non seulement que tu vas mourir, mais que tout ton monde est placé sous un compteur public. Le jeu ne te donne pas une seule réponse, il te montre plusieurs manières de se tenir sous ce ciel. La première, c'est une forme de résignation lucide. Tu croises des personnages qui préparent leur gommage à venir, ils règlent leurs affaires, discutent avec leurs proches, parfois avec une sorte de calme un peu raide. Ils ne sont ni dans le déni, ni dans la ferveur mystique. Ils disent en substance, c'est comme ça, la loi du monolithe ne dépend pas de nous, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont on tient jusqu'au bout. On est très proche d'un stoïcisme minimal, c'est-à-dire accepter le cadre non négociable et agir dans ce qui reste ouvert. Le deuxième, c'est la révolte. Gustave en est la figure la plus claire. Pour lui, la mort de Sophie n'est pas un simple fait du monde, c'est un scandale, et le fait que ce scandale soit inscrit dans une loi générale ne le rend pas plus acceptable, au contraire. Sa réponse n'est pas « faisons avec », mais plutôt « puisque le monde est comme ça, c'est ce monde-là qu'il faut aller chercher ». L'expédition 33, c'est la révolte mise en mouvement. Partir affronter ce qui, vu de lumière, ressemble à une divinité, même si les chances de succès sont faibles. La troisième, c'est l'effondrement. Certains personnages se retirent affectivement, ils cessent de s'attacher, évitent les liens, se convainquent que c'est plus sûr de ne pas trop aimer si tout doit disparaître. Le jeu ne les ridiculise pas. Il les montre comme des stratégies de survie psychique dans un monde objectivement violent. Tu croises aussi des moments où même Gustave frôle ce bord, où la révolte se fissure et tout pourrait s'effondrer. Donc ces trois attitudes, la résignation lucide, la révolte et le retrait, coexistent. Le jeu ne te dit jamais de manière scolaire « voilà la bonne »,
Mais dans la structure, ce qu'il valorise, ce qui fait avancer l'histoire, ce n'est ni l'effondrement individuel, ni la simple acceptation. Ce qui ouvre des possibles, ce sont les gestes de révolte lucidement assumés. S'il n'y avait pas eu cette décision de partir, l'histoire se serait arrêtée au prochain gommage. Dans ce cadre, la question du libre arbitre n'a rien à voir avec l'idée de pouvoir casser les lois du monde par pure volonté. Les habitants de Lumière ne choisissent ni la fracture, ni l'apparition de la pâtresse, ni le gommage, et ni le conflit entre Aline et Renoir. Tout ça leur tombe dessus. Mais à l'intérieur de ce cadre imposé, ils choisissent encore des choses qui les engagent. Participer ou non aux expéditions, aider ou trahir, se fermer ou s'ouvrir, et donner de la valeur à telle ou telle action. Ici, on est clairement dans une logique compatibiliste du libre arbitre. Le compatibilisme, c'est la position selon laquelle ta liberté n'a pas besoin de flotter au-dessus de toutes les causes. Il suffit que certaines de tes actions expriment réellement tes raisons et tes valeurs, sans contrainte immédiate externe. Tu ne choisis pas la structure globale du monde, mais tu choisis encore des manières de te tenir dedans. La responsabilité alors n'est pas l'illusion de tout contrôler, c'est le fait d'assumer ce que tu fais dans les marges qui restent, et le jeu te fait vivre précisément ça. Tu ne choisis pas le moteur, ni le système de combat, ni la règle du gommage. Tu ne peux pas décider que le monolithe va remonter son chiffre parce que tu le veux très fort. Mais tu choisis comment tu joues avec ce qui est donné, ton style de combat, la manière dont tu protèges les autres, et les décisions de fin. Le joueur est pris dans le même rapport que les personnages. Il ne peut pas changer le cadre, mais il répond de ce qu'il fait à l'intérieur. À un autre niveau, Aline et Renoir incarnent deux rapports extrêmes à la finitude. Aline refuse le réel. Elle ne peut pas accepter la mort de Verso ni le corps mutilé d'Alicia. Sa réponse, c'est de produire un monde où ces événements ont été corrigés, réécrits ou simplement annulés. Le tableau devient un refuge ontologique, un monde alternatif dans lequel elle peut continuer à vivre avec ses enfants comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu. Renoir refuse l'illusion. Pour lui, vivre dans un monde peint, c'est vivre dans un mensonge. Et il ne supporte pas l'idée que sa femme se dissolve définitivement dans cette fiction. Sa réponse, c'est de détruire ce monde, même au prix de milliers de vies, pour forcer un retour au réel. Les deux positions ont une cohérence interne. Je ne peux pas accepter ce réel-là, donc j'en crée un autre. Je ne peux pas accepter ce mensonge-là, donc je casse la fiction. Mais poussées à l'extrême, elles deviennent pathologiques. Aline sacrifie un monde entier à son refus de faire le deuil. Renoir sacrifie un monde entier à son refus de tolérer un refuge. On pourrait parler ici de pathologie du deuil, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter la perte et de la traverser, on fige le monde autour d'elle ou on écrase tout ce qui en porte la marque. Donc Aline fige et Renoir écrase. Les fins les plus tenables proposées par le jeu ne consistent ni à laisser Aline figer le tableau pour l'éternité, ni à laisser Renoir l'éradiquer entièrement. La sortie passe par autre chose. Accepter que le monde peint soit lui aussi mortel, accepter que Verso et Maël vivent des vies finies dans un monde fini, accepter que la fin ne soit pas négociable, mais que la manière d'y aller reste ouverte. C'est exactement le cœur d'un rapport naturaliste à la finitude. Il n'y a pas de dimension cachée où tout serait rattrapé après coup, mais il y a des manières plus ou moins destructrices de vivre avec ce fait brut. On a maintenant un cadre clair. Un monde qui assume sa finitude sous la forme d'un chiffre, des réactions humaines variées, un conflit central entre fuite et destruction de l'illusion. On peut basculer dans le deuxième axe. Qu'est-ce que ça change de découvrir que ce monde est une œuvre ? Clair-Obscur superpose au moins 3 niveaux de réalité. Le premier, c'est le nôtre, c'est-à-dire les joueurs, les écrans, les consoles, les codes, les disques durs. Ensuite, on a le monde réel du jeu, cette sorte de pari alternatif, l'atelier des cendres, le manoir, la galerie et l'incendie. Et enfin, on a le monde du tableau, Lumière, le continent fracturé, la peintresse, le monolithe, les accents et l'expédition 33. En termes de narration, on dirait qu'il y a plusieurs niveaux diégétiques. La diégèse, c'est le monde de l'histoire, la réalité de l'histoire si on veut. Ici, tu as la diégèse de Lumière, enchâssée dans la diégèse du monde des Descendres, elle-même enchâssée dans ton monde de joueurs. Pour les habitants de Lumière, leur monde est la réalité. L'idée même d'un dehors pictural n'existe pas pour eux. Ils naissent, travaillent, aiment et meurent dans la toile sans le savoir. Pour Aline et Renoir, Lumière est un artefact, un produit de leur travail artistique et de leur conflit. Pour nous, Lumière est une fiction numérique, une composition de polygones, de textures et de scripts. Le jeu tient les 3 niveaux ensemble sans en annuler aucun. Du point de vue du récit, les habitants de Lumière sont traités comme de vraies personnes. Le fait qu'ils soient dans une peinture n'est jamais utilisé pour relativiser ce qu'ils ressentent. Même après le twist, le jeu ne te dit pas « bon, ce ne sont que des personnages, au fond, on peut les effacer ». Au contraire, plus tu comprends la structure, et plus la question de leur statut devient aiguë.
Pour Aline et Renoir, le monde peint est un produit. C'est quelque chose qu'on peut créer, corriger, déchirer, effacer, alors que pour Maël, Gustave, Lune et tous les autres, c'est un milieu. C'est l'espace où ils naissent, où ils s'attachent et où ils perdent des proches. La même chose est à la fois un objet manipulable et un monde vécu. La question devient alors, à partir de quand ce que tu as fabriqué cesse d'être un simple objet sur lequel tu as tous les droits et devient un espace de vie qui te lie à ceux qui y vivent. Dans un cadre naturaliste, une fiction n'est pas un deuxième monde mystérieux, c'est un dispositif de simulation. Quand tu lis un roman ou que tu joues à un jeu vidéo, tu sais très bien que les personnages n'existent pas dans ton monde. Mais tu acceptes, pendant un temps, de faire comme si ce qu'ils traversent comptait. Ce comme si repose sur des supports matériels, texte, images, les sons, sur des pratiques, la lecture, le jeu, et sur la capacité du cerveau à simuler des situations. En narration, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Un espèce de contrat tacite passé entre l'auteur et le spectateur, le temps d'une œuvre, d'un roman, d'un jeu, etc., etc. Dans Clair Obscur, ce dispositif est redoublé. Les développeurs ont créé un monde pour nous, les joueurs, et à l'intérieur de ce monde, Aline crée un monde pour elle avec sa famille. Renoir veut le détruire. Les habitants de Lumière vivent dans ce monde sans savoir qu'il est fabriqué. Et toi, tu joues à un jeu où tu sais que ton monde est fabriqué, mais tu te laisses affecter quand même. Et le jeu t'oblige à passer d'un point de vue à l'autre, celui de l'artisan qui manipule la toile, celui de la créature qui vit dedans, et celui du joueur qui contemple l'ensemble et qui doit finir par prendre des décisions. L'art dans Clair Obscur prend au moins 3 figures distinctes. Donc il y a l'art refuge incarné par Aline, l'œuvre ne se contente pas de représenter le réel, elle le remplace. Le tableau devient un monde clos où les événements traumatiques sont corrigés ou effacés. C'est une fuite radicale. On a ensuite l'art destructeur, incarné par Renoir. L'œuvre est perçue comme un mensonge qui retient des vivants dans un faux monde. La seule solution, c'est de le détruire, quitte à tout emporter. Et enfin, l'art transfigurateur, qui apparaît dans les fins les plus tenables. L'œuvre ne nie pas le réel, elle permet de le retravailler, de le porter autrement, et sans prétendre effacer ce qui s'est passé. L'art refuge ici serait une forme de fictionnalisme défensif, c'est-à-dire qu'on utilise la fiction pour ne pas affronter certains faits. L'art destructeur, lui, est une forme de réalisme brutal, tout ce qui n'est pas le réel brut est suspect, donc on casse. Et enfin, l'art transfigurateur correspond à quelque chose comme une pratique de symbolisation. On ne supprime pas le réel, mais on le reconfigure dans des formes qui le rendent habitable. Le twist du tableau aurait pu servir une thèse très classique. En réalité, tout ce qui s'est passé avait un sens caché et une sagesse supérieure. Mais ce n'est pas ce que le jeu fait. Ce que le twist révèle, ce n'est pas un plan harmonieux derrière le chaos, c'est une chaîne de gestes. Une fuite, une vengeance, des refus de deuil, une famille qui transforme sa douleur en architecture cosmique. L'origine du monde peint n'est pas un principe de justice, mais un drame humain. Du coup, la question intéressante n'est pas de savoir si le monde de lumière est-il moins réel parce qu'il est peint, mais plutôt de savoir ce que ça change pour toi de savoir qu'un monde vécu comme réel par ses habitants est fictif pour d'autres, et quels devoirs naissent de cette asymétrie. Renoir et Cléa, par moments, traitent les habitants de lumière comme des pigments, des configurations de chroma et des moyens de pression. De leur point de vue de créateur, effacer une ville revient à corriger un tableau. Mais toi, tu as vu ces habitants, tu as exploré leurs rues, tu as traversé leur deuil. Quand le jeu t'amène à devoir décider du sort du tableau, il t'oblige à te situer. Est-ce que tu adoptes la perspective du créateur qui voit un objet, ou la perspective du monde intérieur qui voit des vies? Ce n'est pas uniquement une question de fiction, c'est un écho direct à des questions très contemporaines. À partir de quel moment un système artificiel devient-il quelque chose qu'on ne traite plus comme un simple objet? Et quand est-ce qu'un monde virtuel devient suffisamment habité pour que le « ce n'est qu'un jeu » ne suffise plus comme justification à n'importe quoi? Clair Obscur ne répond pas en te donnant un discours de théorie morale, mais il t'entraîne à ressentir de l'intérieur ce que ça fait d'être pris dans un monde fabriqué, dépendant des humeurs de ses créateurs. Et ça, c'est déjà une manière d'ouvrir une réflexion sur la responsabilité des créateurs envers leurs créatures, même quand celles-ci ne sont que des figures dans une œuvre. Juste avant de passer à la communauté et à la valeur, je veux marquer un point méthodologique important. On pourrait lire ce jeu autrement. Premièrement, une lecture théiste pourrait y voir une parabole sur les risques de jouer à Dieu. Une créatrice toute puissante qui se prend pour une divinité, un monde qui souffre de son orgueil, et une forme de jugement final où un ordre plus juste est rétabli. Ensuite, une lecture existentialiste pourrait insister sur l'absurdité radicale du monolithe, un chiffre sans raison, un monde arbitraire, et des humains qui doivent inventer leurs valeurs depuis le sol sans jamais comprendre pourquoi tout ça a lieu.
Et enfin, une lecture plus psychologique pourrait réduire le tableau à une pure métaphore de l'état mental d'Aline. Lumière comme projection d'un psychisme traumatisé, les actions comme symptômes, etc., etc. Toutes ces lectures sont valables et possibles. Le jeu est assez riche pour les accueillir. Moi, je choisis de le lire dans un cadre naturaliste non modal et post-théiste, parce que c'est ce qui m'intéresse ici. Voir jusqu'où on peut aller si on prend au sérieux l'idée qu'il n'y a pas de dernier étage transcendant, qui viendrait justifier ou sauver l'ensemble. Mais garder en tête ces autres voies possibles permet d'éviter un piège. Confondre ma lecture avec la vérité du jeu. Ce que je propose, c'est une mise en cohérence entre une œuvre et un cadre philosophique, pas un verdict définitif. On peut maintenant revenir à Lumière, non plus comme décor, mais comme communauté. Lumière n'est pas seulement un décor de JRPG joli à regarder. C'est une ville qui sait qu'elle vit sous un ciel hostile, qui sait que son horizon se rétrécit, et qui pourtant refuse de se dissoudre. Quand tu parcours ces rues, tu ne vois pas une population écrasée dans un désespoir uniforme. Tu vois des familles, des artisans, des chercheurs, des gardes, des enfants qui jouent. Les gens continuent à avoir des enfants dans un monde où personne ne dépassera 34 ans. Ils continuent à cuisiner, à réparer, à enseigner et à améliorer l'équipement des expéditions. Cette simple persistance est déjà un geste philosophique en soi. Même dans un monde où le ciel n'a rien de juste, une communauté peut décider de continuer à organiser de la vie, des rituels et des projets. On pourrait parler d'éthique de la persévérance. C'est une manière de tenir ensemble, non pas parce que le monde est bon, mais parce que renoncer serait encore pire. Les expéditions, elles, sont une forme de solidarité intergénérationnelle très brute. Expédition après expédition, des gens partent en sachant qu'ils ont peu de chances de revenir. Beaucoup meurent sans voir le moindre résultat tangible. Certains nous font courir un chemin, marquer une zone sur une carte, laisser une note, mais tout ce que tu fais avec l'expédition 33 repose sur ces fragments. Un camp abandonné, un journal, une indication sur la route à prendre ou sur un danger à éviter. Individuellement, chaque expédition peut avoir l'air d'un sacrifice vain. Collectivement, elle dessine le chemin. D'où la fameuse maxime du jeu, pour ceux qui viendront après. C'est une image assez directe de ce qui se passe dans nos sociétés. Des générations se battent parfois pour des choses qu'elles ne verront jamais aboutir. D'autres récoltent des fruits qu'elles n'ont pas semés. Dans Clair Obscur, l'expédition 33 ne réussit pas ex nihilo, elle marche sur les traces laissées par ceux qui ont échoué avant elle. Le jeu refuse donc une vision purement héroïque de l'action. La valeur d'un geste ne se mesure pas toujours à son succès visible. Elle peut consister à rendre possible quelque chose pour d'autres. Le jeu insiste aussi sur une distinction fondamentale entre sacrifice choisi et sacrifice imposé. Les membres des expéditions acceptent plus ou moins lucidement de risquer leur vie. Ils entrent dans ce risque avec une conscience minimale de ce qu'ils font. Leur mort n'est pas glorifiée, mais elle est présentée comme un geste assumé à l'intérieur d'un projet. A l'inverse, les victimes du gommage orchestré par Renoir n'ont rien choisi. Elles n'ont pas décidé d'être utilisées comme levier dans un conflit conjugal. Leur mort n'est pas un engagement, c'est un effet collatéral. Et le récit ne confond jamais les deux. Le mot sacrifice est trop souvent utilisé pour tout mélanger. Clair Obscur te rappelle qu'il n'y a rien de noble à décider à la place des autres, qu'ils peuvent être écrasés pour servir une cause qui n'est pas la leur. C'est un point simple, mais fondamental. Décider de risquer sa propre vie et décider de disposer de celle des autres sont deux choses radicalement différentes. Dans le cadre que je défends sur cette chaîne, la valeur n'est pas donnée par un dieu, un au-delà, une essence, mais elle est construite dans l'immanence par la matière dont des formes de vie s'organisent et se stabilisent. C'est ce que j'appelle un constructivisme axiologique, l'idée que les valeurs ne tombent pas du ciel, mais émergent des pratiques, des conflits, des compromis et des institutions. Lumière est un laboratoire très parlant pour ça. La valeur d'une vie n'y vient ni de la peintresse, ni de Renoir, ni d'une bénédiction tombée du monolithe. Elle émerge des gestes des habitants, les rituels autour des gommages, la manière dont on se souvient des morts, la décision d'envoyer encore une expédition, ou encore le refus de réduire les disparus à des chiffres. Quand la ville continue à faire des enfants, à investir dans l'équipement des expéditions, à lire les journaux de ceux qui ne sont pas revenus, elle produit concrètement une hiérarchie de ce qui compte. Telle chose vaut qu'on prenne des risques. Telle chose va valoir qu'on prenne des risques pour elle. Telle autre est jugée inacceptable, rien de tout ça ne descend du ciel, et ce sont des jugements pratiques, révisables et fabriqués dans les interactions. En face, la famille de Cendre est une autre fabrique de monde, mais à une échelle plus intime et plus toxique. Elle refuse un événement, l'incendie, la mort et la mutilation, et invente un monde pour le contourner, et ce monde finit par devenir une prison pour d'autres. Les Axons, ces créatures massives au design quasi neuronal, condensent cette mémoire traumatique. Chaque axon est comme un nœud de douleur et d'obsession. Les zones qui leur sont associées rejouent des fragments du drame familial, sous une forme déformée. On pourrait dire que les axons sont des cristallisations symboliques du traumatisme.
La douleur n'est pas seulement ressentie, elle devient architecture, boss et mécanique de jeu. À une échelle beaucoup plus banale, les familles font déjà ça. Elles fabriquent des récits sur ce qu'elles sont, des mythes internes, des tabous et des secrets. Elles inventent des mondes symboliques qui peuvent protéger mais aussi enfermer. Clair-Obscur rend cette dimension littérale. La famille de Cendre a transformé son drame en architecture cosmique. Et tu traverses ces architectures comme autant de lieux de combat. À ce stade, on a les 3 grands axes. La finitude, la fiction et la communauté. Il reste une dimension très importante à traiter, la manière dont le jeu articule tout ça dans sa forme même. Pas seulement sur ce qu'il raconte, mais comment il le raconte, par l'image, la lumière, la musique et le gameplay. Le titre du jeu annonce déjà quelque chose de son programme esthétique, Clair-Obscur. En peinture, le clair-obscur, c'est l'art de jouer sur des contrastes forts entre lumière et ombre, pour faire surgir le relief, pour donner de la profondeur et du drame. Ici, ce principe n'est pas seulement un style visuel, c'est une grammaire qui traverse tout. Les rues de lumière sont baignées de lumière chaude, dorée, presque nostalgique. Les pavés réfléchissent les rayons, les verrières filtrent une lumière douce. A l'inverse, de nombreuses zones du continent sont plongées dans des teintes froides, des brumes bleutées, des ombres épaisses. Lors des scènes de gommage, la lumière se durcit, les couleurs se désaturent, un halo violent cerne le monolithe au moment où le chiffre change. Dans les séquences liées à la famille de Cendre, l'atelier est éclairé par des sources ponctuelles. Une lampe, une fenêtre, une flamme, et de larges pans restent dans l'ombre. Visuellement, tu es constamment dans un entre-deux. Rien n'est totalement lumineux ni totalement obscur. Cette ambivalence visuelle colle exactement à ce que raconte le jeu. Pas de monde entièrement sauvé, pas de monde entièrement perdu, mais un espace saturé d'ambiguïté où la lumière et l'ombre coexistent. Ici, on pourrait parler d'esthétique systémique. La cohérence de l'œuvre ne vient pas d'un seul élément, le scénario ou le gameplay, mais de la manière dont tous les niveaux, visuels, sonores et ludiques, se répondent. Si tu regardes certaines scènes pivots uniquement par la mise en scène, tu vois comment la forme porte les idées. On a déjà parlé du gommage de Sophie, mais si tu t'attardes sur les images, tu remarques comment la caméra passe de plans larges, où la foule est un ensemble, à des plans plus serrés sur elle et Gustave, comment le ciel derrière eux prend une intensité particulière, et comment le moment où le chiffre tombe est légèrement ralenti, comme si tout se resserrait sur la prise de conscience. Ce que tu regardes, ce n'est pas le nombre est passé de 34 à 33, c'est un visage qui comprend que le monde vient de prononcer une phrase définitive sur son existence. Même chose pour la révélation du tableau. Le jeu ne se contente pas de te dire « En fait, tu es dans une peinture ». Il te le montre, les décors se fissurent, les bords de toile apparaissent, certains éléments coulent comme de la peinture fraîche. Tu traverses des zones presque esquissées, incomplètes, comme si tu marchais dans des couches non finies du tableau. Tu vois littéralement que ce que tu prenais pour une matière solide est une surface travaillée. Les combats contre les axons accentuent la dimension psychique. Leur forme massive, pulsante, leurs motifs rappelant des neurones et les environnements saturés de motifs répétitifs, donnant l'impression d'entrer dans un cerveau traumatisé. Chaque axon est à la fois un boss et un nœud de mémoire solidifié. La mise en scène renforce cette impression de descendre dans des couches profondes du tableau, dans les zones où le réel a été refusé. La musique fonctionne comme une architecture affective. Tu as des thèmes associés à des personnages, à des situations et à des lieux. Certains motifs reviennent transformés d'un moment à l'autre, comme si la musique elle-même portait la trace du chemin parcouru. Un thème lumineux au début, associé à un souvenir, peut revenir ralenti et assombri lors d'une scène de confrontation. Les gommages sont souvent accompagnés de nappes tenues, de chœurs lointains, d'une tension harmonique qui rend la scène presque intenable, et les phases d'expédition ont leur rythme de marche, leur percussion discrète, qui donne la sensation d'avancer coûte que coûte. Même si tu coupes l'image, tu pourrais dans beaucoup de cas deviner le type de scène au seul son. La musique ne commande pas le propos, elle le porte. Elle prépare ton corps à entrer dans une atmosphère, à sentir qu'un basculement arrive, parfois même avant que tu comprennes intellectuellement ce qui est en jeu. Enfin, le gameplay lui-même est cohérent avec ce que dit le récit des personnages. Gustave en combat est un tank protecteur. Il encaisse, il protège, il prend les coups à la place des autres. Dans l'histoire, il est celui qui essaie de porter ce que les autres ne peuvent pas porter. La rage, le deuil, la décision de partir. L'une en combat cadre, buff, contrôle, elle structure les tours, elle impose des rythmes. Dans le récit, elle incarne le devoir, la discipline et la colonne vertébrale qui empêche le groupe d'éclater. Verso, en combat, travaille le rythme, l'harmonie et la musique. Dans l'histoire, il représente la puissance créatrice, la possibilité de faire autre chose que répéter le drame.
Maëlle, ou Alicia plus tard, accède à des capacités qui touchent à la toile elle-même. Elle devient un point de jonction vivant dans le monde vécu et la structure picturale sous-jacente. Au début, tu subis les règles du jeu comme les personnages subissent les règles de leur monde. À la fin, certaines mécaniques s'ouvrent. Tu touches littéralement à la structure. Tu modifies des éléments du tableau, tu explores des zones qui sont à la frontière entre le monde et sa fabrication. Tu passes d'un statut de joueur enfermé dans le système à quelqu'un qui commence à avoir prise sur ce système. C'est une manière très fine de rendre ludique la trajectoire narrative. Au début, tu joues dans le monde, et à la fin, tu commences à jouer avec le monde. C'est ce que je vais appeler ici un art total naturalisé. Historiquement, l'idée d'un art total désigne une œuvre qui fusionne plusieurs arts, la musique, l'image, le texte et la scène, dans un même mouvement. Ici, l'art total est naturalisé au sens où il ne renvoie à aucun au-delà. Tout se joue entre des corps, des sons, des lumières et des règles de jeu. Il n'y a pas de niveau métaphysique caché, il y a un agencement très dense de moyens matériels qui font exister, pour toi, des questions centrales. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde fini ? Que faire face à une règle arbitraire inscrite dans le ciel ? Que devient l'art quand il sert à fuir plutôt qu'à transformer ? Qu'est-ce qui reste de la responsabilité quand les structures nous dépassent ? On peut revenir à la question de départ, est-ce que Clair Obscur Expédition 33 mérite le GOTY 2025 ? On pourrait dire qu'il le mérite sur les critères classiques, comme la réalisation, le gameplay, la narration. Mais honnêtement, ce n'est pas la question la plus intéressante pour moi. Les Game Awards feront leur classement, l'industrie aura ses débats, les réseaux sociaux feront leur guerre de chapelle. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est ce que ce jeu permet déjà de penser, indépendamment d'un trophée. On a vu comment il met en scène la mort et le destin en transformant la finitude humaine en chiffres sur un monolithe, en montrant des habitants oscillant entre résignation, effondrement et révolte, et en te plaçant toi dans la même situation de responsabilité limitée que ces personnages. On a vu comment il brouille la frontière entre réalité, illusion et art, en révélant un monde peint et habité, en montrant une mère qui se réfugie dans son œuvre pour refuser le réel, un père qui détruit cette œuvre pour refuser le mensonge, et une sortie où l'art ne remplace ni ne nie le réel mais le transforme. On a vu comment il pense la communauté, le sacrifice et la valeur, en montrant une ville qui tient malgré un ciel hostile, des expéditions comme forme de solidarité à travers les échecs, une distinction nette entre sacrifice choisi et sacrifice imposé, et une famille qui, en refusant le deuil, construit une prison cosmique pour d'autres. On a vu comment tout ça est porté par un médium, ici le jeu vidéo, utilisé comme un art total naturalisé. Une direction artistique en clair-obscur qui matérialise l'ambivalence du monde, une musique qui structure tes émotions, et un gameplay qui reste cohérent avec la place des personnages dans le récit. J'ai lu tout ça dans un cadre naturaliste, postéiste et constructiviste. Donc pour rappel, naturaliste parce qu'aucun au-delà n'est appelé pour sauver l'histoire à la fin, les dieux étant des humains dotés de pouvoir et pas des essences transcendantales. Et ensuite le post-théisme parce que ce que les habitants prennent pour une divinité et une loi cosmique se révèle être un drame humain hypertrophié, un art utilisé comme fuite et comme chantage. Et enfin le cadre constructiviste, parce que la valeur des vies à Lumia ne vient ni de la peintresse ni de Renoir, mais de ce que les habitants font ensemble. Leurs rituels, leurs expéditions, leurs refus et leurs mémoires. Sur un plan plus personnel, cette vidéo est pour moi un test. Laisser un jeu occuper tout l'espace de la réflexion, assumer un format long pour suivre les implications jusqu'au bout, et montrer comment un cadre philosophique, ici le mien, peut se confronter à un objet concret sans se contenter de flotter dans l'abstrait. Peut-être que Clair Obscur Expédition 33 aura eu le sacre officiel, peut-être qu'un autre jeu l'aura emporté. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose à ce qui m'importe ici. Pour moi, ce jeu restera de toute façon comme une claque vidéoludique, parce qu'il fonctionne en tant que jeu, qu'il tient mécaniquement jusqu'au bout, et qu'il sait utiliser ses systèmes sans se trahir. Également comme une claque cinématographique, parce que certaines images, certains cadrages et certaines montées musicales restent longtemps après la fin. Et enfin comme une claque philosophique, parce qu'il ose poser frontalement des questions que peu de jeux abordent avec une telle intensité. Il y a des œuvres très bien faites qui s'évaporent une fois le générique passé, et il y a des œuvres comme Clair Obscur Expédition 33 qui reviennent plusieurs jours après, qui relancent des questions sur ta manière de voir la mort, la fuite, l'art et la responsabilité, et qui se glissent dans ta manière de penser sans prévenir. Au fond, le critère le plus important pour moi, c'est de savoir si le jeu a modifié même légèrement ta manière de regarder le monde. Dans mon cas, voici la réponse. Oui, il m'a remis sous les yeux la brutalité de la finitude. Oui, il m'a montré que la fuite dans l'illusion a toujours un prix payé par quelqu'un. Oui, il m'a fait sentir qu'on peut être pris dans des structures qu'on n'a pas choisies, mais que les gestes qu'on pose, l'amour, le sacrifice, le pardon et la rupture du cycle, continuent de compter. GOTY ou pas,
Clair Obscur Expédition 33 restera pour moi comme une preuve de ce que le médium du jeu vidéo peut faire quand on le prend au sérieux, comme un repère dans ma manière de penser les mondes fabriqués, et comme une étape dans le travail philosophique que je mène ici. Si tu as joué à ce jeu, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué, une scène, un personnage, un choix de fin, un motif musical, ou même un détail de mise en scène qui ne te lâche pas. Si tu n'y as pas encore joué, j'espère que cet essai t'a donné envie de te confronter toi-même à ce monde peint, à cette famille, à ce monolithe, et de voir ce que ça déplace chez toi. On se retrouve bientôt pour d'autres œuvres, des jeux, des films, des romans. On poussera du côté de la philosophie dans un monde sans au-delà, mais pas sans profondeur. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et bienvenue sur Beyond Less Mind.